On va terminer la matinée avec une dernière intervention et pour ça, on va repasser la main à Montpellier puisque c'est avec Cécile Aubert qui est professeure d'économie à l'Université de Bordeaux et qui est aujourd'hui à Montpellier. C'est à vous. Donc c'est sur l'assurance maladie qui a notamment été présentée tout à l'heure par Pierre-Philippe. Donc, je vais vous parler d'une expérimentation qui a été menée depuis quasiment 4 ans maintenant, puisqu'on a couvert les saisons 2019, 2020, 2021 et on prépare 2022 avec une réunion encore demain. Euh, et cette expérimentation, l'intérêt, ce sur quoi je vais insister, ne sont pas du tout les aspects techniques, donc ça va vous changer de la présentation précédente, mais le fait que c'est vraiment le résultat de la collaboration d'acteurs qui ont des intérêts très différents, des compétences différentes et que ça peut apporter justement pas mal de pas mal de renseignements et d'informations intéressantes de mener de telles expérimentations. Donc il s'agit en fait de tester une assurance maladie. Pour le moment, les assurances maladie pour la vigne, il y a pas, hein, en gros. Tester une assurance maladie, mais qui soit conditionnelle au respect d'un protocole de traitement. C'est-à-dire que vous n'avez accès à cette assurance en tant que vigneron que si vous respectez un protocole de traitement qui est établi par les chercheurs en lien avec des dialogues évidemment et un assureur. Donc, du point de vue, je suis désolée, hein, je présente toutes mes excuses hein, aux personnes que je ne vais pas pouvoir citer parce que sur les 4 ans, il y a beaucoup de personnes qui sont intervenues, y compris des stagiaires. Je ne peux pas citer tout le monde, mais Jérôme Ossard, Pierre Philippe ont été beaucoup impliqués. Au niveau des chercheurs, je vais le redire dans un instant. Il s'agit vraiment d'une action collective et c'est ce qui est très intéressant. Nous avons des vignerons, alors en fait des caves, des coopératives, pardon, nous les vignerons de Buzet et Tutiac, qui ont participé et qui ont mis dans qui ont dédié des hectares à cette expérimentation, qui ont passé beaucoup, beaucoup de temps à la préparer et à la mener, et qui en plus ont pris des risques financiers. Donc ils ont une implication totale. Des assureurs au sein de Groupama qui sont impliqués financièrement aussi, donc ils ont pris des risques et ils ont passé beaucoup de temps à travailler sur les protocoles de traitement alors que c'est pas leur métier. Et puis les chercheurs et des chercheurs de différentes disciplines, puisque nous avons des chercheurs de l'IFV et de l'UMT7, donc on retrouve SAV, Marc Rénal que vous allez voir toute la journée, j'ai l'impression. Et puis des chercheurs comme moi, de Bordeaux Sciences Économiques et Yann Reynaud, que vous voyez aussi à Bordeaux. Et enfin, un soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du projet Vitirève. Donc on a vraiment la mise en commande de compétences d'acteurs extrêmement différents. Le contexte, vous le connaissez tous, c'est un contexte très simple. Il y a une difficulté à sécuriser les rendements. Du point de vue climatique, on sait qu'il y a des aléas climatiques tous les ans, quasiment maintenant, donc c'est plus de l'aléa, hein, c'est presque plus du risque. Mais du point de vue financier, on a l'assurance multirisque climatique, avec les limitations qu'elle a, avec le fait qu'elle est adoptée par une faible proportion, à peu près 30% de viticulteurs seulement. Mais on a cet outil. Du point de vue de la maladie, c'est ce qui m'intéresse ici, par rapport à toutes les pressions parasitaires, le milieu dont on a parlé, le idiome, le black rot, etc. Il n'y a pas d'assurance pour le moment parce que de ce que nous ont dit les assureurs en off, quand ils ont essayé, ça n'a pas marché, donc c'était pas viable. Et on a par contre une espèce d'assurance plus directe qui s'attaque directement au problème, qui sont les produits phytosanitaires. Les produits phytosanitaires, ça vous protège. Ça protège à peu près 95% des pertes liées à la maladie. Donc c'est très efficace. C'est très efficace, sauf que c'est aussi très toxique. C'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour la santé des viticulteurs, de leur famille, etc. Et on veut les réduire. Donc la grande question, c'est comment on fait pour réduire ces traitements sans avoir une explosion de la maladie, sachant qu'elle est difficile à gérer par ailleurs et que quand on s'engage dans une démarche de réduction des traitements, on dispose de très peu d'informations. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je schématise un petit peu. Donc on prend beaucoup de risques. On est même dans un contexte d'incertitude, je reviendrai là-dessus, et en particulier une incertitude et un risque financier. Donc notre problématique, c'était comment réussir à inciter les viticulteurs à adopter des nouvelles pratiques qui existent et qu'on peut développer plus, sachant que ça leur fait courir des risques financiers qui sont très importants. Donc il existe des outils d'aide à la décision qui sont développés par les chercheurs, en particulier les chercheurs de SAV, pour optimiser les traitements en évitant de surtraiter et vraiment doser exactement au bon moment, le moins possible.
en évitant en fait des traitements de sécurité qui ne seraient pas nécessaires. Mais donc en particulier ici, on va se baser sur, l'OAD des citrate. Mais dans ce contexte, cet outil-là, il est quand même mal connu des viticulteurs. Il y a un problème de confiance et un problème de risque associé. Ça représente du travail supplémentaire puisqu'il faut surveiller les rangs, donc il y a beaucoup de travail supplémentaire. Il faut une disponibilité de main-d'œuvre qui est un peu particulière parce qu'il faut traiter, au lieu de traiter, tous les jeudis, il va falloir traiter une fois qu'on a eu un retour de l'outil qui nous dit: «Ouh attention, là, il faut traiter dans les 48 heures». Et donc il y a une flexibilité nécessaire qui sont des éléments coûteux. Mais par ailleurs, la partie qui nous a semblé être vraiment, bloquante, c'est cette prise de risque qui est très importante, puisqu'on a peu de recul, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc on a proposé une assurance incitative en accord avec Groupama et avec subvention de la région, ce qui était bien nécessaire, pour indemniser les pertes maladie à condition que, les coopératives en fait, puisque c'est des coopératives, respectent un protocole de traitement, en respectant les préconisations dans les 48 heures. Voilà. Donc les enjeux, ce qui est assez, spécifique à ce projet, je trouve, c'est qu'on a des acteurs qui ont vraiment des enjeux et des objectifs qui sont convergents, mais avec chacun des problématiques très différentes. Donc pour la région, il s'agit bien sûr d'accompagner la transition agroécologique. Pour les vignerons, pour les viticulteurs, il s'agit de tester un accompagnement technique qui leur permettrait de réduire les IFT. Il y en a beaucoup qui le souhaitent, avec une très forte baisse des IFT, parce qu'on a eu des baisses entre 30-20%, disons, et 70%, sans prendre un risque financier qui soit complètement dissuasif, ce qui n'est pas à gagner, parce que ce qu'on économise sur les traitements, ça ne permet pas du tout nécessairement de compenser les pertes. Et puis pour les assureurs, tester des nouveaux contrats d'assurance avec des formes un peu spécifiques, des contrats d'assurance conditionnels, qui ne sont pas les contrats habituels, c'est-à-dire vous ne bénéficiez de l'assurance que si vous respectez certaines règles. Des contrats d'assurance maladie, ce qui n'était pas viable, et malgré, de leur point de vue aussi, une grande incertitude, puisqu'eux aussi ne savent pas vraiment à quel risque, enfin à quoi ils s'engagent en s'engageant à indemniser. Et particulièrement en s'engageant à indemniser dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'on a des bases de données sur des années et des années qui sont plus ou moins utiles parce qu'il y a quand même ce contexte de changement climatique, de pression qui est modifié. Mais toutes ces données, elles sont pour des vignes qui ont été traitées fortement. Donc on a très peu de données sur ce qui se passe quand on les traite moins. On a des observations sur le bio, mais on a peu d'observations sur ce qui se passe quand on réduit tel traitement. Et on a peu d'observations sur ce qui se passe quand on suit un protocole optimisé. Donc là, pour les chercheurs et agronomes, il s'agissait justement de faire une preuve, de prouver la qualité de leur protocole, de le tester à plus grande échelle et de montrer que leur modèle prédictif est très efficace. Et franchement, je pense qu'on peut dire qu'il l'est. Donc je leur dis bravo, moi. Pour les économistes dont je fais partie, c'est un petit peu plus mitigé, donc je peux un peu moins, je peux pas m'auto-applaudir, disons. Mais l'idée était quand même de chercher à prouver une preuve de concept, c'est-à-dire sur un plan théorique, on a des outils qui existent, ces mécanismes d'assurance conditionnelle, qui sont en fait des incitations qui sont en théorie plus intelligentes qu'une subvention. Une subvention, vous la touchez, quoi qu'il arrive. Donc ça coûte très cher, du point de vue de la région, par exemple, ou de l'État qui vous subventionne, parce qu'il faut vous en subventionner toutes les années, que vous ayez des pertes ou pas. Donc en moyenne, on va subventionner moins, enfin on va verser moins. Si on réussit à ne verser l'argent que quand il est vraiment nécessaire, c'est-à-dire quand il y a vraiment eu des pertes, on peut se permettre des versements beaucoup plus importants dans les situations où il y a eu des pertes, puisqu'on ne va pas en verser quand il n'y a pas besoin. Donc on a un outil qui, a priori, est beaucoup plus fin, beaucoup plus adapté et qui devrait être beaucoup plus efficace. Le problème qu'on a rencontré, je vais vous l'indiquer après, c'est que il faut quand même que l'État mette de l'argent dedans parce que si on prend que les assureurs d'un côté et les viticulteurs de l'autre, a priori, ça va pas suffire. Donc je reviens là-dessus, très vite. Donc on a une expérimentation sur 3 campagnes, implication de beaucoup de personnes. J'ai vraiment pas cité tout le monde et j'en suis désolée. Loïc Davadan a beaucoup travaillé au niveau de l'IFV, Marc Rénal aussi, Karine Magot, enfin tout le monde, Dimitri Lélier à Groupama, tout le monde s'est énormément impliqué. Ça a été des heures et des jours de travail, ce que je trouve assez impressionnant pour un projet comme ça. Donc pour résumer vraiment sur la campagne 2021, 80 hectares, si vous faites la somme, ça fait pas 80 parce qu'il y a aussi les témoins. Donc sur Buzet, 50 hectares dont 10 en bio, 20 en conversion, 20 en conventionnel. Tutiac, 28 hectares en conventionnel.
des configurations un petit peu différentes, ce qui était intéressant justement. Il se trouve que pour cette campagne en 2020, il y a eu un petit couac au niveau du TUTIAC, donc ils ont un peu trop traité. Mais globalement, donc on n'a pas, obtenu exactement ce qu'on aurait dû obtenir. Pardon. Mais globalement, on a quand même pour Busé une réduction de l'IFT Mindu et Oidium d'environ 40%, 40% de réduction de l'IFT. Pour Tutiac, une réduction moyenne de 20% pour le Mindu et 70% pour l'Oidium. Et pareil, Busé, 70% pour l'Oidium aussi pour le conventionnel. Donc là, vous vous dites, mais combien ils ont perdu avec des réductions pareilles? Et en fait, on a des pertes de 2-3%, pas plus, des pertes uniquement liées à la maladie, qui sont que de 2 ou 3%. Et en tout cas, peut-être moins. Et en tout cas, comme on avait une franchise de 5% pour l'assureur, ça ne donne pas lieu à dédommagement parce que c'est pas suffisant. C'est pas des pertes suffisantes pour qu'il y ait un dédommagement. Personnellement, moi, je sais pas, mais moi, ça m'enthousiasme et je trouve ça très impressionnant qu'on réussisse à avoir des baisses d'IFT pareilles avec si peu de pertes, sachant que c'était une année qui a été considérée par les experts comme particulièrement difficile. Il y a eu du gel aussi, donc on a des pertes qui sont liées au gel, hein, qui sont ce qu'elles sont. Mais oui, et de la grêle, le gel et la grêle. Non, c'était une mauvaise année, ça c'est clair que c'était une année compliquée. Mais du point de vue des maladies, c'était aussi une mauvaise année avec beaucoup de pression parasitaire. On a eu en fin de saison une apparition de Black Rot qu'on n'avait pas prévue et qui semble être due au fait qu'on a moins traité sur le mildiou, si je ne me trompe pas. Mais on a quand même un outil qui a été testé dans des conditions très difficiles et qui marche chaque année. Il a vraiment bien marché jusqu'à maintenant. Donc moi, je suis très optimiste de ce côté. Je trouve que j'ai l'impression que le bilan positif est quand même partagé sur le protocole de traitement assurable, c'est-à-dire sur le suivi de cet outil d'aide à la décision, qui est ajusté hein, par les coopératives. Mais par contre, un des problèmes, c'est qu'il nécessite un suivi intensif, donc on ne sait pas si on est capable de passer à grande échelle. Mais un autre problème qui est plus bloquant, c'est ce problème du point de vue économique. C'est-à-dire que, en gros, pour faire court, vous économisez 200 à 250 euros par hectare sur les traitements. Et l'assureur, pour être viable, il dit qu'il lui faut entre 200 et 250 euros à l'hectare comme prime d'assurance. Donc forcément, c'est difficile d'être enthousiaste à l'idée d'aller se lancer dans quelque chose qui, en plus, est une assurance qui vous fait prendre du risque. Ce qui est quand même très paradoxal. Les assurances, en général, c'est pour couvrir le risque. Mais là, la couverture du risque, vous l'avez plus ou moins avec les traitements et on vous demande de vous priver de traitement, de suivre un protocole que vous ne connaissez pas bien et donc de supporter un risque. S'il y a une franchise, s'il n'y a pas de franchise, ben encore le risque, il est nul. Mais s'il y a une franchise, ça veut dire que quand vous souscrivez une assurance, vous prenez du risque. Donc c'est très paradoxal et on n'arrive pas bien à sortir de ce contexte. Dans la mesure où il s'agit de baisser les IFT, on peut considérer qu'une justification par l'État est tout à fait logique. Et elle est nécessaire en tout cas, parce que la valeur qu'on crée grâce à l'outil d'aide à la décision à l'heure actuelle pour les viticulteurs suffit pas à couvrir en quelque sorte le coût pour l'assureur. On n'arrive pas à trouver une situation où tout le monde est gagnant. Voilà. Donc il y a une problématique par rapport à ça, dont on peut penser que on peut progresser par rapport à ça parce qu'il y a un apprentissage, un effet d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de risques liés au fait de suivre cette OAD puisqu'on l'expérimente et on en connaît mieux. On regarde des pistes en ce moment, donc sur les pistes qu'on explore, adosser les contrats d'assurance à des indices plutôt qu'à une vérification sur les rangs. Honnêtement, ça n'a pas l'air encore très au point, mais il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus. Ça permettrait de réduire les coûts pour les assureurs et donc d'augmenter la valeur associée à ce contrat d'assurance. Et surtout, ce qui m'intéresse personnellement plus, c'est essayer de trouver des contrats qui soient plus novateurs au niveau de l'assurance, de manière à mieux s'adapter à ces conditions particulières, où il s'agit d'investir dans un outil innovant qu'on connaît mal, alors que ça fait supporter des risques. Et en particulier, prendre en compte l'incertitude. Je ne sais pas du tout si j'ai le temps ou j'ai déjà débordé mon temps. Non, j'ai 15 secondes, pardon. Donc en économie, on fait une distinction entre l'incertitude et le risque. Le risque, c'est toutes ces situations de risque au sens de tous les jours, hein, mais pour lesquelles vous pouvez donner des probabilités. Donc vous pouvez dire qu'en gros, il y a une chance sur deux ou il y a 15% de chance qu'il se passe ceci, cela. L'incertitude ou l'ambiguïté, telle qu'on l'a définie, c'est une situation où vous ne connaissez pas les probabilités. Ou même si vous avez une idée, vous n'êtes pas sûr du tout de vos probabilités. Et ce sont des situations qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. Donc je vous ai mis une petite illustration pour vous montrer. Le risque, c'est la situation où vous allez tirer une balle dans une urne. Vous savez qu'il y en a la moitié de jaune, la moitié de bleu. Donc vous connaissez la probabilité. Il y a une chance sur deux de tirer une balle bleue, par exemple.
L'ambiguïté, soit vous ne savez pas du tout combien il y en a de chaque couleur, soit vous savez pour certaines, mais pas pour d'autres. Vous êtes dans des situations où vous ne savez pas vraiment. Un autre exemple, ça serait, je vous demande de prédire la température qui fera à Montpellier, Bonn ou Bordeaux dans un mois. Vous devez être relativement confiant sur l'ordre de grandeur. Si je vous demande dans un mois quelle est la température à Kuala Lumpur, bah, c'est quelque chose que vous maîtrisez beaucoup. J'espère que je ne sais pas si vous percevez la différence psychologique qu'on peut avoir à donner une prédiction. Et en quelque sorte, quand on réduit les IFT, je pense qu'on n'est pas loin d'être de la situation, bon, alors dans le meilleur des cas, c'est, l'urne qui est sur le côté à droite, mais peut-être que c'est celle qui est en bas à gauche ou peut-être que c'est même, on ne sait pas vraiment. On a du mal à avoir une confiance dans les risques qu'on peut évaluer. Et donc, je pense qu'il est possible de travailler là-dessus. En particulier aussi, donc on a une mauvaise information parce qu'il y a ces effets spatiaux, il y a ces effets de, co-couverture des risques par différents produits, comme pour le BlackRock qui est couvert par les autres traitements, et cetera. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, mais plus on va expérimenter, plus on va pouvoir réduire cette incertitude et repasser sur du risque. Et à ce moment-là, il est probable que les capacités d'utiliser de l'assurance seront très améliorées. Donc des travaux en cours, on continue notre expérimentation. On a une recherche théorique sur les spécificités des contrats et on fait aussi par ailleurs une enquête pour évaluer l'intérêt des viticulteurs pour, ce type de couverture, de dispositif assurantiel, qui pourrait aussi prendre une autre forme, hein. Ça pourrait être une MAEC conditionnelle, ça pourrait être autre chose, mais en tout cas un système de ce type. Voilà, avec des contraintes institutionnelles dont je n'ai pas le temps de parler, mais dont je peux parler si vous voulez, plus tard. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Alors, on va commencer les questions à Bordeaux. Est-ce que cette présentation suscite des questions? Oui. Oui, bonjour, Philippe Rollet de la DRAF du SRAL. Une question de compréhension. Déjà, vous avez parlé des pertes. J'imagine que ce sont les pertes de rendement que vous avez mesurées. Et la grande difficulté pour les pertes de rendement, c'est de pouvoir attribuer ces pertes soit au mildiou, soit au black rot, soit au gel, soit à la grêle, comme vous l'avez indiqué. Donc, pouvez-vous détailler un petit peu la façon dont vous avez pu cibler ces pertes dues au mildiou, parce que ça nous intéresse. On a toujours des chiffres assez contestés, nous, au niveau des professionnels, sur ces sujets-là. Oui, alors effectivement, on m'entend? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est revenu dans les discussions que nous avons eues, c'est-à-dire que les experts eux-mêmes, qui sont passés en fin de saison, ont dit qu'ils ne pouvaient pas déterminer très précisément quelle était la cause de la perte sur les plants. Alors dans le contexte de l'expérimentation, est-ce qui fait qu'elle n'est pas nécessairement, enfin en tout cas elle n'est pas, c'est clair, hein, elle n'est pas, il n'est pas possible de la changer telle quelle d'échelle pour passer à une très grande échelle. Dans le contexte de cette expérimentation, on avait des visites hebdomadaires, par des personnes de l'UMT7 et donc tout a été surveillé, noté au fur et à mesure. Donc quand vous avez une surveillance permanente des plants, vous pouvez vous rendre compte au fur et à mesure de ce qui se passe. Mais il y a quand même une grande difficulté à la fin à connaître la cause. Il y a une difficulté supplémentaire qui est quand vous avez certains hectares qui sont traités et pas d'autres, à la fin dans la déclaration de récolte, tout est mélangé. Donc on ne sait pas si vous avez une récolte plus faible que d'habitude, il n'est pas évident de savoir de quoi ça vient. Donc on a des difficultés là-dessus. On avait discuté de l'intérêt des pesées embarquées pour essayer de savoir quels sont les rangs qui ont donné moins que les autres rangs, essayer d'avoir une information plus précise. Mais ça reste effectivement une problématique et c'est pour ça que j'ai mentionné très brièvement dans les pistes, le fait de baser cette assurance sur des indices. C'est-à-dire essayer de baser l'assurance non pas sur les pertes telles qu'on peut les mesurer, mais sur des indices qui sont corrélés avec ces pertes et pour lesquels on n'a pas besoin d'aller faire un travail d'expertise, mais aussi, on accepte une imprécision. On accepte un risque supplémentaire qui est le fait que peut-être que l'indice, il ne sera pas lié aux véritables pertes qu'on a subies, nous, à tel endroit. Mais j'ai pas de meilleure réponse, Cécile, hein. est-ce que tu veux que Marc complète Oui, pour la partie oui, technique oui, plus oui. Marc, surtout, n'hésite pas. Alors oui, donc effectivement, il y a un suivi très régulier avec un protocole donc
Donc on a les zones témoins, mais effectivement, après les zones traitées, elles représentent des surfaces importantes. Et donc là, on a fait un protocole de suivi et d'échantillonnage pour repérer quand il y a des dérapages. Dans le cadre de l'expérimentation, on a eu quelques zones sur lesquelles, effectivement, les dégâts étaient plus importants. Et sur ces zones-là, on est allé faire de l'échantillonnage et de la pesée de cep. Hein. Alors, une des premières difficultés, c'est d'arriver à bien délimiter les zones attaquées. C'est-à-dire, on le fait à l'huile de coude aujourd'hui. Et on attend avec impatience les outils qui seront capables de cartographier ces zones atteintes. Et dans les échantillonnages, on a un petit peu tous les cas de figure. Donc, il y a des zones attaquées à proximité des témoins. Donc là, on pense que c'est effectivement l'état sanitaire des témoins qui se propage. Mais on a aussi, sur ces zones où on a fait les pesées, plus de récoltes dans la zone attaquée que dans la zone saine de référence. Voilà. Et donc, c'est une des réelles difficultés sur le projet, c'est d'arriver à bien évaluer la destruction de récoltes due aux maladies, sachant aussi qu'il n'y a pas un lien direct entre le taux d'attaque qu'on observe sur le terrain et le rendement final. Il y a des compensations de la vigne. Voilà. Donc c'est ça qui fait que sans doute on va s'orienter vers des indices calculés plutôt que sur des constats d'experts qui sont aujourd'hui impossibles. Et peut-être pour finir, en tout cas en matière économique, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2021, le suivi du protocole de traitement assurable n'a donné lieu à aucun dédommagement. Donc, ce qui veut dire que du point de vue des viticulteurs et des coopératives qui se sont lancés là-dedans, l'État à la fin était considéré comme sain du fait que ça n'a donné lieu à aucun dédommagement. Oui, alors de l'IRINRAE, donc j'avais deux questions. Une qui prolonge celle de Philippe par rapport aux pertes. Et est-ce que vous avez pu travailler sur des pertes plus qualitatives, qui peuvent être amenées à du tri ou à la dégradation de la qualité, qui peuvent être aussi importants pour ces maladies? Et la deuxième question qui n'a rien à voir, c'est par rapport au fait d'assurer, par rapport à un protocole de traitement, on va dire lié à un OAD, quel qu'il soit standard, est-ce que vous avez pu travailler sur un risque qu'il y aurait des gens qui traiteraient moins que ce standard-là avec des bons résultats, qui seraient amenés finalement devoir à traiter plus pour pouvoir rentrer dans le système assurantiel et être couvert, quoi? Alors, si je peux répondre tout de suite à la deuxième question. La première question, de ce que j'ai compris, il n'y avait pas de dégradation de qualité, hein, mais je laisserai les spécialistes reprendre là-dessus. Sur la deuxième question, en fait, c'est une problématique de l'assurance et c'est ce qui justifie en général... Enfin, pardon, non, pas tout à fait. Donc, je pense qu'il n'y a aucun risque. On est tranquille. 70% de réduction de l'IFT, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient plus bas et qui devraient remonter. Par contre, c'est vrai qu'il y a une problématique plus générale qui est que dans l'assurance, en général, on impose des franchises parce qu'on doit prendre en compte ce qu'on appelle l'aléa moral, c'est-à-dire le risque que, comme vous êtes assuré, vous pouvez vous permettre des actions, vous pouvez vous permettre de ne pas faire d'efforts, en gros. Donc, si vous n'aviez pas votre franchise sur le rétro, est-ce que vous le plaqueriez contre... Vous le faites peut-être pas, hein, mais est-ce que vous le plaqueriez contre la voiture quand vous vous garez? Si vous êtes complètement assuré, pourquoi faire l'effort? Donc, c'est une problématique en assurance. Ici, c'est un peu paradoxal parce que le fait de suivre le protocole de traitement, ça crée un aléa moral supplémentaire parce que le viticulteur est libre de ne pas le faire. Et donc, il est possible qu'il ne respecte pas ce protocole. Il va faire des déclarations, on va pouvoir vérifier les carnets de traitement, mais il y a quand même une marge de manœuvre. Mais il se trouve que ce n'est pas quelque chose qui soit très problématique pour l'assureur, parce que s'il ne respecte pas, a priori, il va trop traiter, et pas assez traiter, très probablement. Et donc, s'il traite trop, il y a des chances qu'il y ait moins de pertes. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas un drame pour l'assureur. C'est plus embêtant pour nous qui souhaitons réduire les IFT. Après, il y a quand même une problématique qui est celle que j'ai mentionnée tout à l'heure sur le fait qu'il faut réagir dans les 48 heures, et on l'a bien vu lors de nos expérimentations. Il y a des fois où c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir un employé qui n'a pas déjà traité, qui est sur la bonne durée et qui peut donc revenir traiter. On passe des doses plus petites, donc il faut venir plus souvent. Il y a des contraintes par rapport à ça qui peuvent justifier qu'on préfère faire arroser une fois et puis ne pas suivre tout à fait le protocole. Donc il y a effectivement une problématique aussi sur la surveillance du respect du protocole et pas uniquement sur l'identification de la maladie. Voilà. Ça ne nous a pas paru être le point le plus fondamental, mais c'est clair que c'est à étudier. Et très rapidement, Cécile, effectivement, en complément, le protocole d'assurance porte sur les aspects quantitatifs, pour l'instant uniquement. On n'a pas pris en compte les aspects qualitatifs.
Et on n'a pas eu de cas de figure de non-traitement qui aurait conduit à surtraiter par la suite. Aujourd'hui, voilà, sur les trois, c'était le deuxième volet de ta question, Laurent. On a pu effectivement constater un dérapage lié à un traitement qui a été différé, qui n'a pas été réalisé suffisamment vite après l'alerte, mais ça n'a pas induit de surtraitement par la suite dans les épisodes jusqu'à présent. Merci Marc. Je pense qu'on n'a plus de questions sur Bordeaux. Je vais passer la main à Beaune. Merci François. Beaune, est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question. Oui, bonjour, Marc Ouvrier. Je voulais savoir s'il était vraiment pertinent de séparer les risques climatiques des risques maladies au niveau assurance. Et est-ce qu'il ne serait pas peut-être plus intéressant de travailler sur une assurance récolte qui englobe l'ensemble des risques et justement qui se baserait sur un niveau de production et du coup qui sécuriserait l'aspect traitement et optimisation des traitements? Alors, on peut le faire et du point de vue des assureurs, de toute façon, les assureurs ont intérêt à proposer un produit qui est un package parce que ça leur réduit les coûts de traitement, enfin, le coût de traitement des fichiers de clientèle, etc. Mais eux, pour faire leurs calculs, ils vont quand même faire les calculs sur la base des risques qui ne sont pas les mêmes. Et il reste cette question de l'optimisation par rapport au traitement. C'est-à-dire que si on veut inciter au suivi du protocole, il faut qu'on ait des indemnisations qui soient le plus proches possible du respect de ce suivi. C'est-à-dire que si le plus gros de votre indemnisation vient du climat et que vous ne percevez pas le lien entre votre action de réduction des traitements et votre indemnisation, on a forcément des incitations qui sont moins fortes à suivre ce traitement. C'est-à-dire qu'on perçoit moins le lien entre ce qu'on fait, les décisions qu'on prend et l'indemnité qu'on reçoit ensuite. Donc je pense que ça peut être présenté comme une assurance globale, mais de toute façon, les assureurs, eux, feront leurs calculs autrement. Et je ne suis pas sûre, voilà, en tant qu'économiste, du point de vue des incitations, ça ne me paraît pas idéal, mais je comprends qu'il y ait une simplification du point de vue du viticulteur qui soit très importante. Une autre question sur Beaune. Oui, bonjour, Florent Bidot, conseiller viticole en Chambre des Cultures. Moi, j'avais une question et surtout une remarque. Donc, d'abord, la question, j'ai pas tout suivi la référence de l'IFT, en fait. On baisse de 70% par rapport à quelle référence? Est-ce que c'est une référence historique ou pour une même année hors OAD? Donc, ça, c'était la question. Et la remarque, ça me dérange un peu qu'on parle de risque quand on essaye d'optimiser les intrants, en fait. Enfin, c'est un peu contradictoire avec notre démarche sur le terrain de conseil. Quand vous dites que les produits phytos sont des leviers de régulation de maladies, ok, mais c'est pas le produit, c'est la manière dont on l'applique, et enfin, quand, comment, à quelle dose et dans quelles conditions qui font le levier de lutte. Pas forcément le produit. Sinon, on ferait un passage au mois de mai, on met tout en même temps et on est tranquille jusqu'au vendange. Donc voilà, c'était juste par rapport à cette notion de prise de risque. Ce n'est pas le but d'un OAD en soi, c'est vraiment d'appliquer quand il faut ce qu'il faut. Merci. Oui. Oui, alors je ne sais pas si c'est moi ou Marc qui répondent, mais sur l'IFT, c'est par rapport aux autres plans la même année. Hein, bien sûr, c'est la même année. Ça n'aurait pas de sens de comparer des années différentes, ce ne serait pas pertinent. Donc, il s'agit de la même année. Et après, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Alors, je ne sais pas, j'avais mis ça aussi, mais... Ah, je ne sais pas si vous voyez. De toute façon, vous n'arriverez pas à lire, mais c'est une indication de la protection, à quel moment on l'applique, etc. Bon, c'est en conventionnel, abusé, et en dessous, à Tutiac. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est peut-être un peu trop fin, donc je peux remettre les tables. En tout cas, c'est pour les mêmes années. Et je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez dire par rapport au risque. On est bien d'accord que les traitements, ils sont appliqués séquentiellement, mais il y a quand même un risque supplémentaire à écouter un OAD. Enfin, j'ai vraiment eu ce retour des coopératives
qui nous disaient: «Non, mais là, on a envie de traiter. On a eu, je ne sais pas combien de jours de pluie, donc on veut traiter et vous nous dites de ne pas traiter alors que toute notre expérience et notre habitude nous dit: "Là, il faut traiter"». Donc on est parfois obligé, à cause de l'OAD, d'avoir des traitements qui sont ou de ne pas avoir de traitement alors qu'on les aurait faits. Donc de ce point de vue, c'est quand même difficile à accepter. Justement, c'est un risque perçu et en affichant et en l'assurant, ben, on le confirme ce risque. Alors qu'en soi, l'OAD, il n'est pas là pour prendre un risque, il est là pour apporter une information. Oui. Et après, ben, c'est aux techniciens de prendre la bonne décision. Mais c'est pas, enfin, elle est prise en connaissance de causes et d'autres causes. C'est pas un risque de suivre un OAD, non, je suis pas d'accord. Non, non, tout à fait. Et d'ailleurs, Décitrate, je ne l'ai pas mentionné, mais Décitrate peut être... vous avez 3 niveaux de sensibilité de Décitrate, donc vous pouvez choisir une sensibilité plus ou moins forte. Donc vous pouvez aussi maîtriser ça. Et je suis tout à fait d'accord que l'OAD, il est là justement pour optimiser. Mais il n'empêche que du point de vue du viticulteur, il y a ce risque perçu, comme vous l'avez dit. Et je pense qu'un des grands intérêts de notre expérimentation et de tout le travail que fait Marc Rénal et Loïc Davadan, c'est de montrer qu'il n'y a pas tant de risques que ça, puisqu'on arrive à des pertes qui sont très faibles, en fait, quand on suit cette OAD. Et donc, il y a vraiment cette idée de preuve, prouver qu'il n'y a pas autant de risques que les risques qui étaient perçus au début. Au début de cette expérimentation, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de réticences, y compris pour Buzet et Tutiac, qui étaient quand même très, très ouverts à une expérimentation. Il y a quand même beaucoup de réticences à l'idée d'aller s'engager là-dedans et puis d'accepter de ne pas traiter à des moments où on se dit « mais non, il faut traiter ». Et un grand intérêt, c'est de montrer « mais regardez, le risque, il n'est pas si important que ça ». Et c'est ce que je voulais dire aussi à la fin quand je parlais du risque et de l'incertitude. Tout ça, ce sont des perceptions. Plus on apprend et plus on a d'exemples et de campagnes qui ont fonctionné, plus on peut passer de l'incertitude vers le risque et plus on peut avoir une perception du risque qui est plus pertinente, qui est plus fondée et probablement plus faible que l'idée qu'on peut s'en faire quand on est dans l'inconnu, face à quelque chose qu'on connaît mal. Mais je comprends que ma façon de présenter les choses ait pu être maladroite par rapport à ça. Je ne voulais pas présenter l'OAD en tant que tel comme un facteur de risque, mais je pense qu'il est... le fait de s'engager dans cette démarche, c'est une prise de risque, qu'on suive l'OAD ou pas. Une démarche de réduction des IFT, c'est une prise de risque. L'OAD va permettre de prendre moins de risques. On aurait une dernière question sur Beaune, s'il vous plaît. Laurent Poplard, Soufflet Vigne à nouveau. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Florent. Il a dit que ce qui comptait, c'était les conditions de mise en œuvre des produits. Le premier des facteurs qui est pour moi le plus déterminant, c'est la qualité de pulvérisation. Il faut s'assurer qu'il y ait la bonne quantité de produits qui aille au bon endroit. Tout OAD qu'il puisse y avoir ou toute observation qu'il puisse y avoir, le résultat est quand même extrêmement dépendant de cette qualité de pulvérisation. Est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que c'est demandé par les assureurs ou par les techniciens dans le cadre des contrats que vous êtes en train de mettre en place? Parce que si tout va bien mais que le pulvé traite à côté de la vigne, tout finira mal. Alors, je pense que Marc va répondre là, mais sur le contrat lui-même, dans le contrat d'assurance, il y a un respect des bonnes pratiques. Il y a une clause qui est toujours ajoutée, qui est un respect des bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'un assureur, mais ça, je pense que c'est sur la multirisque climatique, ça va être pareil, un assureur peut refuser de vous indemniser s'il considère que vous avez fait n'importe quoi. C'est pas assez précis par rapport à votre question, hein. Je suis tout à fait d'accord, j'en ai conscience. Non, juste en complément, on n'a pas fait de test de la qualité de pulvérisation. On le fait avec les appareils des viticulteurs, hein, en l'occurrence de la cave de Buzet et des exploitations de la cave de Tutiac, parce que, bon, effectivement, on ne peut pas s'autoriser n'importe quelle pratique, mais enfin, on considère que ce sont les bonnes pratiques qui sont faites et qui sont conduites déjà de manière habituelle sur ces 2 vignobles. Voilà. Mais c'est évident que la qualité de pulvérisation devient d'autant plus importante qu'on va diminuer les traitements pour ne garder que ce qu'on essaye de faire, c'est de garder que les traitements qui vont être vraiment utiles et indispensables. Donc effectivement, il faut que tous les paramètres soient bien réglés de ce côté-là. Est-ce qu'on a fait le tour des questions, Montpellier notamment? Moi, j'ai une question concernant le rôle éventuel de l'État en complément de l'assurance.
Est-ce que tu peux préciser la manière dont tu le vois? Moi, je me demandais si c'était ça, prendre en charge la franchise, par exemple, ou est-ce que ça serait autre chose? Est-ce que prendre en charge la franchise, ça pervertirait le système ou pas? Ça aurait des effets indésirables ou pas? Et est-ce qu'on pourrait imaginer une autre manière de compenser les baisses de rendement de 5%, qui n'est pas forcément rien, plus l'effort, etc. Alors, je veux dire que c'est une question très intéressante à laquelle je n'avais pas réfléchi. C'est-à-dire que je pense qu'on s'est un peu trop contraint sur la forme de la subvention. On s'est posé beaucoup de questions en essayant de rester dans le cadre actuel de subvention par l'Union européenne. Et les assurances subventionnées par l'Union européenne, il y a des contraintes très strictes, en particulier une franchise qui doit être 30 ou 25% maintenant. Donc, ça fait des franchises énormes par rapport à ce que les viticulteurs nous disent pouvoir accepter. Sachant que déjà, le passage de 0 à une franchise même de 5%, il y a un effet de biais de certitude. Hein. Avec 0, on est sûr d'être protégé. Dès qu'il y a 5%, on a le risque de supporter une perte. Donc effectivement, c'est peut-être une piste qui serait intéressante. Un assureur vous dirait, mais non, mais la franchise, il faut la garder à cause de ce problème d'aléa moral que j'ai mentionné. J'ai pas l'impression que ça soit une problématique essentielle. Mais évidemment, on a travaillé avec des gens qui étaient motivés. Donc c'est très difficile de savoir ce qui se passerait quand on passe à un très grand échantillon. C'est une très bonne piste. Je dois dire que pour le moment, on était vraiment resté sur est-ce qu'on pourrait faire rentrer cette assurance maladie dans le cadre des assurances qui sont subventionnables au niveau de l'Union européenne, mais ça implique des contraintes fortes. Pour le moment, ce n'était pas possible. Comme les choses sont en train de changer, qu'il y a beaucoup de discussions sur l'assurance en ce moment. Enfin, mais je garde l'idée. Je vais y réfléchir. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Laurent Maillot, Yanao. Ce qui me semble intéressant dans la démarche, c'est que finalement, on s'aperçoit que les OAD et les méthodes qui sont préconisées pour diminuer les rendements, elles sont le travail et le fruit de longues années d'expérimentation, etc. Et tout a été fait pour sécuriser au maximum ces outils, pour les rendre publics, et les rendre disponibles auprès de la filière vitivinicole. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en réalité, on a des acteurs à la fois viticulteurs et assureurs qui n'ont pas confiance. S'ils avaient confiance, on n'aurait pas besoin de mettre en place des assurances. Et donc là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'à priori, on peut se dire, il y a un problème de communication quelque part qui fait que ça passe pas, ça n'est pas bien passé. Et peut-être que c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler. C'est dire, expliquer que ces OAD, oui, on peut y aller en toute sécurité, sans rentrer dans une zone d'insécurité profonde, parce qu'ils ont été faits pour ça, justement, pour sécuriser. Donc mon propos rejoint un peu le propos du technicien de tout à l'heure, effectivement, qui s'interrogeait à juste titre, me semble-t-il, sur comment ça se fait qu'on en soit dans cette situation-là aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réfléchir pour justement améliorer la communication sur ces outils et faire en sorte que les viticulteurs se les approprient sans avoir l'impression de prendre de risques, justement. Sachant que l'outil lui-même coûte très peu cher, parce qu'on avait discuté. Marc, il me semble que tu disais que c'était 350 € l'année, voire 250 si on bénéficie si on a une plus petite exploitation, etc. C'est vite rentabilisé sur les économies de traitement, parce que c'est fixe, c'est pas à l'hectare, bien sûr. Donc 250 € pour l'année, c'est pas un énorme investissement, et pourtant, c'est pas suivi. Donc il y a effectivement cette perception, tout ce problème de la perception. Et je regrette de ne pas l'avoir expliqué clairement dès le début. Mais effectivement, je pense qu'il y a une partie du risque qui est du risque perçu et qui n'est pas un risque objectif de l'outil. Ouais, sachant aussi qu'on a une problématique qui est que ces outils, beaucoup de viticulteurs vont passer, je prends trop de temps sans doute, par des conseils, des experts en conseil. Et l'expert en conseil peut être considéré comme légalement responsable s'il y a un problème, donc on peut le poursuivre, etc. Dans quelle mesure lui-même ne prend-il pas aussi un risque en recommandant l'utilisation d'un outil? Ce qui vient, c'est encore une couche qui se rajoute à la problématique que vous mentionnez. Et si je peux compléter, Cécile, je pense que ce n'est pas qu'un problème de communication, compte tenu de toutes les incertitudes qu'il y a derrière l'exercice que l'on pratique. Alors, il a bien marché ces 2-3 dernières années, mais ça ne veut pas dire qu'il marchera bien l'année prochaine. Et quand on voit les questions qu'a abordées François sur le rôle de l'inoculum primaire et toutes les questions qu'on se pose, eh bien, il y a des moments, effectivement, quand on dit aux caves, c'est pas la peine de traiter, on va attendre la sortie des premiers symptômes, ben, c'est pas des choses innées quand même. Voilà. Je crois me rappeler que 2015 n'avait pas été une grande réussite. Je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie.
Oui, donc une question, donc Ira Elal, Fredon Occitanie. Donc, je voudrais savoir si, dans quelle mesure est-ce que ces essais ou ces expérimentations sur les assurances les assurances maladie pour tout ce qui est maladie fongique, est-ce que ce serait étendable ou entendable de le faire vis-à-vis des herbicides, de l'usage des herbicides? Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable? Alors, personnellement, je pense que oui. Marc, je ne sais pas. Bah, A je priori, connais- le principe d'assurance conditionnelle, c'est un principe général. Il faut trouver des assureurs qui sont prêts à le faire. Je ne sais pas quel serait l'intérêt. Je pense que c'est tout à fait envisageable, mais je pense qu'il y a peut-être des alternatives plus faciles à mettre en œuvre sur le plan des herbicides que vis-à-vis des fongicides aujourd'hui, voilà, en attendant que les cépages résistants se développent. Mais il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être fait dans des conditions similaires sur les herbicides. Ouais.